Donc, on commence. Et donc, aujourd'hui, on va voir le langage de programmation Java. Et donc, avant de commencer, je vais vous donner une définition, bien juste une petite introduction sur le langage. Donc, Java est un langage de programmation orienté objet. Il est développé par Sun Microsystems. Il s'agit d'un langage très performant. Ce langage intègre des fonctionnalités qui facilitent des tâches de la programmation avancée, comme la gestion des réseaux, la connectivité des bases de données, voire aussi le développement des applications multitâches. On peut dire aussi que ce langage aussi sécurisé, donc il intègre des outils de sécurité. Il est composé de 4 éléments, donc à savoir le langage de programmation. Donc, quand on parle de Java, donc on parle de éléments, donc des éléments suivants, donc à savoir le langage d'abord de programmation, la machine virtuelle, un ensemble de classes standards et aussi un ensemble des outils que vous allez découvrir par la suite. Et donc, bien sûr, vous connaissez déjà programmer, donc vous avez développé des applications web. Vous avez aussi déjà utilisé d'autres langages de programmation, comme le langage de programmation C, peut-être C++ aussi. Et donc, aujourd'hui, je vais commencer par juste des rappels qui concernent les éléments de base de Java. Et donc, déjà, Java, il est basé sur d'autres langages de programmation. Là, je parle de la syntaxe. La syntaxe qui concerne la déclaration des variables, qui concerne aussi la définition de méthodes, c'est-à-dire des fonctions, la syntaxe de définition des classes, les structures conditionnelles, les boucles, et ainsi de suite. Alors, comme rappel, sur la définition d'une variable est le nom d'un emplacement de mémoire. Il est caractérisé par 4 principales caractéristiques. Et donc, vous savez déjà quelles sont ces 4 principales caractéristiques. Donc, il y a le nom de la variable d'abord. Il y a l'adresse de la variable. Donc, chaque variable est caractérisée par un nom. Donc, la variable, c'est-à-dire ici, il s'agit d'un emplacement au niveau de la mémoire, qui est caractérisé par le nom, caractérisé par l'adresse en hexadécimal, caractérisé par un contenu. Et la variable est caractérisée aussi par un type. Donc, Java est un langage qui est fortement typé. C'est-à-dire, on doit obligatoirement spécifier les types de variables. Ce n'est pas comme le langage de programmation Python, qui n'impose pas la spécification des types. Ce n'est pas comme le langage de programmation PHP, qui n'impose pas la spécification des types aussi. Et donc, il s'agit d'un langage de programmation fortement typé. C'est-à-dire, si vous voulez déclarer une variable, vous devez spécifier le type de cette variable lors de sa déclaration. Et donc, déclarer une variable, c'est-à-dire la réservation d'un emplacement au niveau de la mémoire pour cette variable. Alors ici, cette variable, cet emplacement, son nom est A, son adresse est 1E06, son contenu est 3, et le type de la variable, donc c'est une variable qui est numérique, et donc on peut dire qu'il s'agit d'un entier ou d'un réel, donc c'est une variable de type entière ou de type réel. Alors, quelques types de variables. Donc, si vous voulez déclarer un caractère, utilisez le type char. Et donc, pour déclarer un entier très court, utilisez bytes. Si vous voulez déclarer un entier court, utilisez short. Pour utiliser un entier standard, utilisez int. Si vous voulez déclarer un entier long, donc utilisez le type long. Et pour un nombre réel simple, on utilise float. Un nombre réel double, on utilise le type table. Si vous voulez déclarer une variable logique, utilisez booléen. Donc, on va voir après d'autres types de variables. Il y a aussi le type string pour les chaînes de caractères. Et donc, déjà, string est une classe. Donc, après, on va voir ça. Alors, la syntaxe de déclaration d'une variable. Donc, pour déclarer une variable en Java, en C, en C++, en C#, on utilise la syntaxe suivante. Donc, le type de la variable suivi par le nom de la variable. Type de la variable suivi par le nom de la variable. C'est-à-dire, si on cherche à déclarer une variable de type entier
pour, on va choisir le type short. Donc, short, le nom de la variable, par exemple, short A. Ou bien int x, si vous voulez déclarer un entier standard. Int x, float A, virgule B, virgule C. Et donc ici, on reçoit 2,5. Et donc ici, il s'agit d'une instruction composée. Donc ici, nous avons déclaré 3 variables et nous avons initialisé la 3e variable à 2,5. Déclaration ici d'une variable de type caractère, char A. Pour déclarer une constante, on utilise le mot-clé final. Final, le type de la valeur que nous allons affecter à la constante, par exemple, final int, ou bien float, ou bien double, ou bien char, le nom de la constante reçoit valeur. Ça, c'est un exemple. Voilà un exemple. Final, double, qui reçoit 3,14. Alors, pour les opérateurs arithmétiques à utiliser, donc, plus pour l'addition, moins pour la soustraction, étoile pour la multiplication, slash pour la division, et ça c'est modulo, c'est-à-dire le reste de la division entière. Ça c'est le reste d'une division entière, ça s'appelle aussi modulo. Donc si vous voulez par exemple vérifier si la valeur d'une variable est paire, la variable A. Pour la vérification, if A pour 102 égale à 0. Si le reste de la division de cette variable sur 2 égale à 0. Et donc, A pour 102. Et donc, la variable est impaire, A pour 102 différent de 0. Ou bien A pour 102 égale à 1. Alors, des opérateurs d'égalité relationnels et logiques. Et donc, pour les opérateurs, pour l'opérateur supérieur A, on utilise ce symbole. Donc, ça, c'est signifie supérieur A. Ça, c'est supérieur ou égal. Ça, c'est inférieur strictement. Inférieur ou égal. Et double égal représente l'opérateur d'égalité. Donc, ça, c'est l'opérateur d'égalité. Donc, bien sûr, on utilise ces opérateurs pour faire des comparaisons. Donc, ils doivent être utilisés dans une expression conditionnelle. Alors, ça, c'est différent de. En nom égal à. Différent de. Ça, c'est le et logique. Donc, par exemple, condition 1, and condition 2. Ça, c'est le ou logique. Condition 1 ou condition 2, par exemple. Et ça, c'est non logique, c'est-à-dire la négation d'une condition. If not condition. If not condition, c'est-à-dire la négation de cette condition, c'est-à-dire si cette condition va renvoyer comme résultat true, donc avec not, il va renvoyer false, c'est-à-dire la négation de l'expression conditionnelle. Alors, pour l'affectation, voilà l'opérateur à utiliser. Donc, ça, c'est l'opérateur d'affectation si vous voulez affecter une valeur à une variable. Et bien sûr, à une variable, on n'affecte pas seulement une valeur, on affecte aussi donc, une variable à une autre variable, c'est-à-dire la valeur d'une variable à une autre variable. On affecte une expression arithmétique à une variable. On affecte aussi une expression logique à une variable. Alors, on va passer maintenant aux opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. Donc, opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. Et donc, il y a I++, il y a aussi I. Et donc, il y a I-, il y a aussi -I. Et donc, I++ signifie post-incrémentation et ++I signifie pré-incrémentation. Et donc, ça, c'est post-décrémentation, ça, c'est pré-décrémentation. Donc, bien sûr, ici, les deux incrémentations ici, ou bien les deux notations signifient incrémentation. Ici, les deux notations signifient décrémentation. Donc après, on va voir la différence entre plus et i, et aussi i-, et -i à travers un exemple. Donc je reviens à l'environnement de développement NetBeans. Donc je vais vous donner un exemple directement. Donc on va essayer de créer notre premier projet Java. Et donc ici, fichier, nouveau projet. Alors, projet Java, donc Java application.
next. Donc, par exemple, TP1, finish. Et donc, il va nous créer automatiquement une classe principale dans laquelle vous allez avoir une fonction principale, c'est la fonction main. Donc ça, c'est juste un commentaire, je vais l'effacer. Voilà, c'est la création du projet TP1. Ce qu'il a généré automatiquement, donc cette opération de création, nous a généré automatiquement le fichier TP1.java. Et donc, dans le fichier TP1, il y a la classe TP1. Et déjà, le fichier TP1.java existe à l'intérieur d'un package. Donc, package TP1. Regardez ici, package TP1. Et donc, à l'intérieur de ce fichier, il y a la classe TP1. Et donc, cette classe, il est public. Pourquoi il est public? Pour qu'il soit accessible de l'extérieur du package. Parce que je peux avoir un autre package, par exemple TP2. Le package TP2 qui contient une autre classe. Et donc, pour avoir l'accès à la classe TP1 de l'extérieur du package TP1, il faut qu'il soit public. Et donc, si la classe n'est pas publique, il sera inaccessible de l'extérieur du package TP1. Et donc, avec le niveau de protection publique, cette dernière sera accessible de l'extérieur du package TP1. Alors, cette classe est une classe principale de notre projet. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle contient la fonction principale main. Et donc, ça, c'est la syntaxe de définition de cette fonction. Donc, il est généré de façon automatique. Public, static, void, main. Et donc, entre parenthèses, string, arg. Et donc, ici, ce paramètre de cette fonction va recevoir les variables. Donc, les variables passées dans la ligne de commande. Donc, si on fait l'exécution en utilisant le mode console, et donc là, on va passer on va passer des valeurs qui seront récupérées dans cette variable, la variable AGS. Et puis, bien sûr, donc on peut parcourir ce tableau. Ça, c'est un tableau de chaîne de caractères. C'est un tableau du type chaîne de caractères. On peut le parcourir et afficher les différentes valeurs passées dans la ligne de commande. Alors maintenant, si vous voulez afficher juste un message, le message bonjour. Et donc, en C++, on utilise la fonction cout la fonction cout permet d'afficher la valeur d'une variable, d'afficher aussi un message, la valeur d'une variable. En langage de programmation C, on utilise print. En PHP, on utilise echo. En langage de programmation Java, on utilise system.out.print ou bien print ln si vous voulez avoir un retour à la ligne. Donc print ou print ln. Donc avec print ln, on va afficher et revenir à la ligne. Donc bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On lance l'exécution. Donc je clique sur tp1.java et je lance l'exécution. Voilà, bonjour tout le monde. Nous a affiché le message. Bonjour tout le monde. Alors, si on veut par exemple utiliser un autre environnement de développement, c'est l'environnement Qt qui permet de développer des applications C++. Alors, regardez, je vais créer un projet C++, application Qt en console. Par exemple, ici, TP1 ou bien TP3. Suivant, terminé. Voilà, donc il va nous générer automatiquement aussi un fichier donc, qui contient la fonction principale main. Et donc, on représente la fonction main qui existe à l'intérieur du fichier main.cpp et qui existe aussi dans le projet Java. Et donc, c'est une fonction de démarrage. Cette fonction est obligatoire pour qu'on puisse exécuter l'application. Donc, si cette fonction n'existe pas, on ne peut pas exécuter l'application parce que cette dernière représente le point de démarrage. C'est la fonction de démarrage d'une application. Donc là, on peut dire que la classe dans laquelle la fonction main est définie représente
la classe principale du projet. C'est une classe principale parce qu'elle contient la fonction de démarrage. Alors, si cette fonction n'existe pas, on ne peut pas démarrer, bien sûr, le projet, on ne peut pas l'exécuter. Alors, si vous voulez déclarer 10 variables, et donc je vais déclarer une variable, par exemple, de type entier. D'après la syntaxe, on commence par spécifier le nom de la variable, le type de la variable, et puis le nom de la variable. Et donc, une variable de type entier, int, âge par exemple, point virgule. Point virgule est obligatoire. Point virgule représente un marqueur de fin d'instruction. Point virgule est obligatoire en langage de programmation Java, C, C++, C#, PHP. Donc, c'est un marqueur, c'est un séparateur des instructions, c'est un marqueur qui marque la fin d'une instruction. Alors, int âge. Et puis, je cherche à affecter une valeur à la variable âge. Donc, âge reçoit. Donc, ça s'appelle opérateur d'affectation. Donc, reçoit, par exemple, le 20. Et là, point virgule est obligatoire. Regardez l'erreur. Par point virgule. Si vous voulez afficher la valeur de la variable âge, system.out.print, lno print, âge. Alors, on n'a pas le droit de délimiter âge par du double quote. Alors, avec la délimitation donc, de cette variable par du double quote, on va afficher le texte âge et pas la valeur de la variable. Alors, on va lancer l'exécution. Bonjour tout le monde, et il nous a affiché âge. Et donc, si vous voulez afficher la valeur de la variable, âge. Donc, on lance l'exécution maintenant, il va nous afficher bonjour tout le monde, et puis 20. Alors, si vous voulez afficher un texte et la valeur de la variable âge. Donc, par exemple, âge, 2 points, et puis on cherche à afficher l'âge. Et donc, âge, avec ici le séparateur virgule, ça marche pas. En langage de programmation Java, il faut utiliser l'opérateur de concaténation plus âge. En langage de programmation PHP, on utilise point. Mais en langage de programmation Java, plus. Alors, on lance l'exécution. Il va nous afficher, bonjour tout le monde, âge 2.20. Alors, si on utilise ici print à la place de print ln, il va afficher bonjour tout le monde suivi directement par le texte âge, sans retour à la ligne ici. Bon, il n'y aura pas un séparateur des deux messages. Alors, bonjour tout le monde, directement âge attaché. Et donc, avec l'utilisation de anti/n, on vérifie. Bonjour tout le monde, âge 2.20. Donc, vous pouvez utiliser, si vous voulez utiliser print et avoir un retour à la ligne, et utiliser anti/n. Ou bien tout simplement print ln. Alors, voilà le résultat d'exécution. Bonjour tout le monde, âge 2.20. Alors, passons maintenant à l'incrémentation et à la décrémentation. Alors, int, par exemple, A, virgule B. Alors, A++. Et donc, bien sûr, là, il faut initialiser obligatoirement A. Donc, regardez l'erreur. Donc, A n'est pas encore initialisé. Donc, A reçoit, par exemple, 0. Point virgule. Et donc, A++. Donc, ici, system.out.println. Donc, affichons la valeur de A ici. Donc, 1, 2 points, donc plus A. Et puis, B reçoit A. Et donc, puis après, plus A. System.out.println. Donc, ici,
2 et on affiche la valeur de A aussi. Et puis, B reçoit, par exemple, A++. A++. Donc, système.out.println. Ici, 3. On affiche A. 4, on affiche B. Alors, et puis, je vais ajouter une autre variable, la variable C. Donc, C, par exemple, ici, je vais remplacer B par C. Donc, C. Et puis, donc, moins C. Donc, système.out.println. Donc, on affiche 5 ici, C. Et puis, C reçoit B moins. On affiche la valeur. Donc, on affiche donc, la valeur de B. Et puis, la valeur de C. Donc, la valeur de C. Et puis, C reçoit moins A. Et on affiche A et C. 8 et 9. Donc, on affiche ici A et ici C. Alors, donc, quel sera le résultat d'exécution de ce programme? Regardez le programme. Alors, trouvez le résultat d'exécution. Voilà. Donc, prenez une feuille de papier et trouvez le résultat d'exécution. Alors, on passe à la correction. Donc, je vais prendre ce code et je vais le mettre dans un fichier Excel. Voilà, le fichier Excel. Et donc, je vais le coller ici, CTRL-V. Voilà. Alors, et donc, ici, il y a la déclaration de 3 variables, A, B, C. Et donc, la déclaration signifie la réservation des emplacements au niveau de la mémoire pour les 3 variables. Et donc, je réserve un emplacement pour la variable A. Et donc, un emplacement pour la variable A, puis un emplacement pour la variable B, et puis un emplacement pour la variable C. Donc, ça, c'est l'emplacement de A. Ça, c'est celui de B. Et ça, c'est l'emplacement de C au niveau de la mémoire. Alors, A est initialisé à 0. Donc, le contenu de A est 0. Alors, maintenant, on va afficher à l'écran. Donc, je vais tracer l'écran ici. Alors, l'écran. Voilà. Par exemple, ça, c'est l'écran. Voilà.
Voilà, donc le texte. Ça, c'est la couleur du texte. Alors, système.out.println, et donc là, il va nous afficher 1, 2 points, suivi par la valeur de la variable A, mais d'abord, on doit passer par l'incrémentation avant l'affichage. Donc, j'ai oublié d'exécuter l'instruction A++. Et donc, A++ signifie quoi? Signifie l'incrémentation de A. C'est-à-dire A reçoit A plus 1. Donc, c'est-à-dire A reçoit A plus 1. Et donc, c'est-à-dire ici, au niveau de la mémoire, A va devenir 1. Alors ici, système.out.println 1, et on affiche la valeur de la variable A qui est 1. Donc, on affiche à partir de la mémoire. Donc, la valeur de la variable A est 1. On passe à l'instruction suivante. Donc, ici, bien sûr, j'ai fait un retour à la ligne car il y a println. Alors, par la suite, C reçoit A. Donc, il s'agit d'une affectation. On va affecter à la variable C la valeur de la variable A. Et donc, C reçoit A, c'est-à-dire C va recevoir la valeur 1. Et puis, il y a plus A. Donc, il s'agit d'une incrémentation aussi, c'est-à-dire A reçoit A plus 1. Et donc, A va devenir 2. Donc, A reçoit A plus 1, donc A va devenir 2. Donc, grâce à cette affectation, j'ai écrasé l'ancienne valeur de la variable A. Et puis, on va afficher, en utilisant l'instruction système.out.println, donc on va afficher d'abord la valeur, le texte de 2 points, suivi par la valeur de la variable A qui est 2. Donc, on affiche 2. Et puis, il y a l'instruction B reçoit A++. Cette instruction est composée. Il s'agit d'une instruction composée. Donc, ici, il y a deux sous-instructions. La première instruction est l'affectation et la deuxième est l'incrémentation. Donc, cette instruction est composée de deux sous-instructions. Il y a d'abord l'affectation et puis après l'incrémentation de A. Et donc, ici, il s'agit d'une post-incrémentation utilisée avec l'opération d'affectation. Et donc là, la priorité sera donnée à l'opération d'affectation. C'est-à-dire, je dois commencer d'abord par B reçoit A et puis A reçoit A plus 1. Et donc, exécutons d'abord B reçoit A. Alors, B reçoit A, c'est-à-dire B va avoir la valeur 2. Et puis, on passe à l'incrémentation de A. Donc, A va recevoir la valeur A plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1, et donc ici 3. On passe à l'affichage, donc système.out.println, donc on va afficher 3, le texte 3, 2 points, et puis la valeur de A. Et donc la valeur de A est 3. Et puis on affiche 4, 2 points, suivi par la valeur de la variable B. Et donc la valeur de la variable B est 2. Alors, on passe à l'instruction suivante. Moins C. Moins C, c'est une décrémentation qui signifie C reçoit C moins 1. C moins 1. Donc ça, c'est un commentaire. Alors, C reçoit C moins 1. Alors, C reçoit C moins 1, c'est-à-dire ici, on va avoir comme valeur 0. 1 moins 1, c'est 0. Et puis, on affiche système.out.println. Donc, on va afficher d'abord 5, 2 points, et puis la valeur de C qui est 0. Alors, C reçoit B moins moins. Donc, C reçoit B moins moins, c'est une instruction composée. Et donc, ici, la priorité sera donnée d'abord à l'affectation. Et puis, la décrémentation de B, car il s'agit ici d'une post-décrémentation. Donc, la priorité sera donnée à l'affectation d'abord, C reçoit B, et puis après, B reçoit B-1. Alors, commençons par C reçoit B, et donc C va avoir comme valeur 2, et puis B reçoit B-1, et donc B au niveau de la mémoire va devenir 1. Et donc, affichons maintenant, alors 6, 2 points, on affiche la valeur de B, donc la valeur de B est 1.
Et puis 7, 2 points. Affichons la valeur de la variable C. C, 2. Et puis, on passe à l'instruction C reçoit moins moins A. Et donc là, il s'agit d'une pré-décrémentation. Pré-décrémentation. Donc, ce n'est pas une post-décrémentation, mais pré-décrémentation. Pré-décrémentation qui est utilisée avec une opération d'affectation. Et donc, la priorité sera donnée à la décrémentation d'abord. Donc, décrémenter A et puis affecter la nouvelle valeur de A à C. Et donc, A reçoit, donc d'abord A reçoit A moins 1 et puis C reçoit A. Et puis après, C reçoit A. Alors, A reçoit A moins 1. Donc, A va devenir 2. Donc, l'ancienne valeur de A est 3. Et donc, A va devenir maintenant 2. Et puis, on va affecter à C la nouvelle valeur de A après la décrémentation. Et donc, C reçoit A. Alors, C va avoir 2, donc on va garder 2, car la valeur de A est 2. Et l'ancienne valeur de C est 2. Et donc, voilà, bien sûr, on va écraser l'ancienne valeur qui est 2 et il sera remplacé par 2. Donc, par la suite, on va passer à l'affichage. Donc, 8, 2 points. Alors ici, l'affichage de la valeur de la variable A, qui est 2. Et puis, 9, 2 points. Et on affiche la valeur de C, qui est 2. Alors, on va lancer l'exécution en utilisant l'environnement de développement pour vérifier. Alors, lancer l'exécution. Voilà le résultat d'exécution. Alors, on peut faire une comparaison. Alors, faisons une comparaison. Donc, voilà le résultat obtenu. Donc, on va le comparer avec celui affiché ici. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 0. Voilà, 1. Et puis, 2, 2, 2. Et donc, ici, il nous a affiché aussi à la fin 2, 2.2. Ça existe où cette instruction? Donc, il existe encore une instruction à la fin. Alors, on va vérifier. Je vérifie. Voilà, ça existe aussi une instruction. Donc, je vais l'effacer et relancer l'exécution. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc, à la fin, il y a 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc, 7, 2, 8, 2, 9, 2. Voilà. Alors, on continue le cours. Et donc, bien sûr, vous allez trouver des détails ici. Alors, ici, le double slash qui existe ici signifie un commentaire d'une ligne. Et slash, si vous voulez commenter plusieurs lignes, on utilise slash étoile et étoile slash. Donc, ce sont des commentaires qui existent en C++, en C# aussi, existe aussi en PHP. Alors, la structure d'un programme Java, donc je vous ai déjà montré la structure. Donc, d'abord, il faut une classe principale. Et aussi, cette classe doit intégrer la fonction principale main. Et donc, à l'intérieur, on déclare des variables, des constantes. Donc, on utilise des instructions d'affectation, des structures conditionnelles, des boucles et ainsi de suite. Alors, pour la gestion des entrées-sorties, alors, si vous voulez donc afficher un message, on utilise system.out.print ou bien system.out.print si vous voulez avoir un retour à la ligne juste après l'affichage du message. On utilise le même, donc la même fonction pour afficher la valeur d'une variable ou bien combiner le texte avec la valeur d'une variable en utilisant comme opérateur de concaténation plus et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple. Et donc, on a déjà... là, vous allez voir d'autres choses. C'est que nous avons... j'ai utilisé ici la classe scanner. Et donc, la classe scanner, pour quoi faire? Est une classe qui permet de parcourir un flux et d'en extraire son contenu en utilisant une fonction qui correspond au type de la variable. Donc, s'il s'agit d'une variable int, on va utiliser la fonction nextInt pour récupérer la valeur de la variable, la valeur saisie au clavier et l'affecter ou bien et la rediriger vers la mémoire.
c'est-à-dire elle sera affectée à l'emplacement identifié par n. Si le type est double, donc next double. Si le type est float, next float. Si le type est chaîne de caractères, donc next line, et ainsi de suite. Donc, on va choisir la fonction en fonction du type de la variable. Et donc, allons voir un exemple en utilisant l'environnement de développement. Donc, je vais garder la déclaration. Donc, je déclare par exemple int A et puis double B. Donc, je vais demander à l'utilisateur d'introduire la valeur de la variable A. Donc, system.out.print entrée la valeur de A. Et donc, puis, pour récupérer la valeur saisie au clavier, on va utiliser la classe scanner. Donc, on va utiliser un objet de la classe scanner. Et donc, pour profiter d'un certain nombre de fonctions. Et donc là, je dois déclarer un objet de type scanner. Et donc, avec cet objet, on va utiliser des fonctions qui nous permettent de récupérer des valeurs saisies au clavier. Et donc, la fonction sera choisie en fonction du type de la variable que vous voulez récupérer. Donc, si vous voulez en fonction de la valeur que vous voulez récupérer. Si vous voulez récupérer une valeur de type entière, donc il faut utiliser nextInt. Si vous voulez récupérer une valeur de type réel, donc nextFloat ou nextDouble. Alors, scanner, par exemple, les claviers ou n'importe quel nom pour la variable. Donc, ici, clavier est une variable du type scanner. Donc, il s'agit d'un objet. Et donc, puis après, donc là, regardez, il ne connaît pas ce que c'est que scanner. Et donc, ça nécessite l'utilisation, l'importation d'une bibliothèque dans laquelle la classe scanner est définie. Alors là, NetBeans nous donne la possibilité donc d'ajouter la bibliothèque automatiquement. Donc, il nous a proposé d'importer la bibliothèque utile qui existe dans Java. Et donc, voilà, elle est intégrée. Regardez, import java.utile.scanner. Et donc, si vous voulez avoir l'accès à toutes les classes qui existent dans utile, vous devez, donc ça c'est un package, utile c'est un package, et même Java est un package. Et donc ici, vous devez faire point étoile pour avoir l'accès à toutes les classes, y compris la classe scanner. Et si vous voulez préciser et avoir l'accès seulement à la classe scanner, et donc ajouter scanner ici. C'est-à-dire vous avez importé maintenant seulement la classe scanner. Alors scanner clavier, et par la suite, vous devez créer un objet du type scanner. Et donc, pour créer l'objet du type scanner, clavier reçoit new scanner. Et on va utiliser le flux d'entrée. Donc, on cherche à utiliser le clavier, le périphérique d'entrée. Et donc, il y a un flux d'entrée qui est associé au clavier. Et donc, système.in donc, représente un flux d'entrée. Donc, système ici, S avec S en majuscule. Système.in. Voilà. Et donc, maintenant, on peut écrire A reçoit clavier point next. Et donc, le type de A est int. Et donc, next int. Next int. On va demander à l'utilisateur maintenant d'introduire la valeur de la variable B. Donc, system.out.print entrée la valeur de B. Et donc, B reçoit clavier point next cette fois. Point next. Donc, B reçoit clavier ici. Clavier. Alors, point next double. Voilà. Car B est de type double. Point next double. Il s'agit d'un réel.
Alors maintenant, on va afficher les valeurs saisies. System.out.println. Donc, la valeur de l'entier A est donc plus A. Et puis, la valeur de l'entier B est B. Alors, on lance l'exécution. Alors, entrez la valeur de A. Donc, je tape par exemple 15. Entrez la valeur de B. Je tape par exemple 12,25. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il nous a affiché un message d'erreur? Alors, un message d'erreur ici. Alors, A reçoit clavier.nextInt. Peut-être j'ai utilisé point pour donc le caractère, ou bien voilà, le caractère virgule. Donc, je tape 15 et puis 12,25. Donc, avant, j'ai utilisé point à la place de virgule. On vérifie maintenant. Voilà, maintenant, il n'y a aucun problème. Et pourtant, il nous affiche point. Mais lors de la saisie, vous devez taper virgule au lieu de point. Donc, entrez la valeur de B, 12,25. Et donc là, il nous a affiché la valeur de la variable A. Et ici, la valeur de la variable B. Donc là, je vais remplacer du réel. Je vais remplacer l'entier par réel. Du réel B. On lance l'exécution. Et donc, 18 et puis 19,75. Non, j'ai utilisé aussi point à la place de virgule. Alors, 17,75. Et voilà le résultat d'exécution. Voilà, donc ça, c'est pour la saisie. Et donc ça, c'est un exemple que vous allez trouver. Donc ici, vous allez trouver le type string, c'est pour la déclaration d'une chaîne de caractères. Donc pour déclarer une chaîne de caractères, on utilise le type string. Donc string, par exemple, le nom. Alors ici, system.out.print, entrez votre nom. Entrez votre nom. Et puis, le nom reçoit clavier.nextLine ici. .nextLine. Alors, on affiche system.out.println bonjour plus nom. Bonjour plus nom. Donc, on va afficher le message bonjour plus nom. Entrez la valeur de l'entier A. Entrez la valeur du réel B. On lance l'exécution. Et voilà le résultat. Donc, entrez votre nom. Je tape, par exemple, Raileni. Alors, bonjour Raileni. Entrez la valeur de l'entier A. Donc, je tape, par exemple, 23. Entrez la valeur du réel B. Je tape 14,80. La valeur de l'entier A est 23. La valeur du réel B est 14,8. Voilà. Alors, la suite. Donc, ça, c'est juste un exemple très, très simple. Et donc, je vais vous laisser traduire cet algorithme. Je vais vous donner juste 2 minutes ou
ou 3 minutes pour traduire cet algorithme en langage de programmation Java. Allez-y, à vous maintenant. Essayez de transcrire l'algorithme. Et bien sûr, utiliser ce que nous avons déjà vu, donc en ce qui concerne la déclaration et aussi les fonctions d'entrée-sortie, la gestion des entrées-sorties. Alors, donc, on continue. Et donc, je vous présente donc, la proposition Java. Alors ici, d'abord, la fonction main, qui est obligatoire. Sa syntaxe est standard. La déclaration ici de 3 variables du type réel, et donc label, longueur, largeur, surface. Et puis l'utilisation d'un objet du type scanner pour qu'on puisse récupérer les valeurs saisies au clavier. Et donc scanner SCC reçoit new scanner, et donc new est un opérateur qui permet la création des objets. Et donc ici scanner est une classe, et donc on cherche à créer un objet de cette classe, donc new scanner. System.in, un flux d'entrée. Et donc system.out.print, entrée la longueur. Puis longueur reçoit SCC, c'est la variable du type scanner, SCC.nextDouble. Puis system.out.print, entrée, donc votre longueur. Oui, entrée la longueur. Donc la largeur. Non. Donc largeur reçoit SCC.nextDouble. Et puis surface reçoit longueur fois largeur. Et puis l'affichage, donc system.out.println, la surface est, donc la surface est, plus surface. Ou bien, si vous voulez, donc vous pouvez utiliser une autre instruction pour l'affichage de la variable, de la valeur de la variable surface. Voilà. Alors, un autre exercice, mais de toute façon, cet exercice très, très simple. Et donc, si vous voulez le traduire, et donc il est similaire à l'exercice précédent. C'est un algorithme qui vous demande juste la déclaration des variables, mais en plus des variables, il y a la déclaration des constantes aussi. Donc, on peut passer directement à la solution. Donc, la déclaration des variables, donc double, la note des mathématiques, note de la matière physique, donc anglais, français, moyenne. Alors ici, la déclaration des constantes, ce sont des coefficients, coefficients mathématiques, coefficients physiques, coefficients anglais, coefficients français. Donc, les constantes doivent être initialisées. Donc, final int, C maths 5, C physique reçoit 4 et ainsi de suite. Et puis, la création d'un objet du type scanner. Là, donc, ici, on reçoit new scanner. Et puis, on demande à l'utilisateur d'introduire la note de mathématiques. Et puis, maths reçoit SCC.nextDouble. La même chose pour la note de physique, d'anglais et de français. Et puis, ici, l'opération qui nous permet de calculer la moyenne. Et donc, moyenne, donc ici, pondéré. Moyenne reçoit maths fois coefficient mathématique plus physique fois coefficient physique plus anglais fois coefficient anglais plus la note de la langue française fois coefficient de la langue française divisé par la somme des coefficients. Et puis, on affiche la moyenne et plus moyenne, c'est la variable moyenne. Et donc, bien sûr, on ne peut pas utiliser des variables qui ne sont pas déclarées. Les variables doivent être obligatoirement déclarées pour qu'on puisse les utiliser. Et ça concerne aussi les constantes. Donc, la constante, sa valeur est donnée lors de la déclaration, c'est-à-dire il est initialisé une fois pour toutes. Alors, on passe à un autre exercice, mais donc maintenant, on va passer aux structures conditionnelles. Et donc là, je vous demande de réaliser un programme Java qui permet de demander à l'utilisateur d'introduire une note, d'afficher valider si la note saisie est supérieure ou égale à 10 et d'afficher rattrapage si la note saisie est inférieure strictement à 10. Et donc là, automatiquement, on va penser à l'utilisation de la structure conditionnelle si, c'est-à-dire if, en C, en C++, en Java, en C#, en PHP, en Python, si on utilise if. Mais bien sûr, la syntaxe de if en Python n'est pas donc identique à celle utilisée en C, en C++, en Java et en C# et aussi en PHP. Alors,
Donc, le scénario à suivre, si vous voulez réaliser ce programme, d'abord, vous devez demander à l'utilisateur d'introduire une note. Et donc, il faut obligatoirement utiliser un flux d'entrée pour récupérer la valeur saisie. Et puis, ici, une condition. If la note supérieure ou égale à 10, on affiche system.out.println validé, else system.out.println rattrapage. Alors, la structure alternative. Donc, en langage de programmation Java, if expression conditionnelle, bloc d'instruction numéro 1, else bloc d'instruction numéro 2. Alors ici, si le bloc, c'est une remarque, si le bloc contient plus d'une instruction, il doit être délimité par les deux accolades, accolade ouvrant et accolade fermant. Donc la délimitation est obligatoire si le bloc d'instruction, bien si le bloc contient plus d'une instruction. Et si le bloc contient une seule instruction, la délimitation par des accolades est facultative, donc n'est pas obligatoire. Bien sûr, avec le langage de programmation Python, la définition des blocs se fait en utilisant donc juste des espaces ou bien des tabulations. Alors, avec les langages de programmation comme C, C++, Java, C#, il faut obligatoirement utiliser des accolades. Donc, un exemple ici, if A supérieur à B, max reçoit A. Donc, il n'y a qu'une seule instruction dans ce bloc, le bloc de if. Else, max reçoit B. Donc, ça, c'est la syntaxe de C++ et la même. Donc, on va utiliser la même syntaxe au langage de programmation Java. Alors, un autre exemple ici, là où le bloc contient deux instructions. Regardez, le bloc contient deux instructions. Et donc là, il faut obligatoirement délimiter ce bloc par des accolades. Parce que si on n'utilise pas des accolades, et on utilise ici else, donc il va nous afficher un message d'erreur. C'est-à-dire, il va dire que else ne correspond à aucune structure conditionnelle parce qu'il est utilisé juste après l'instruction system.out.print. Mais avec des accolades comme ça signifie que else correspond à la structure conditionnelle if. Et donc, if A supérieur à B, si cette condition est vérifiée, on exécute ce bloc d'instruction. Sinon, on va exécuter le bloc d'instruction suivant. C'est le bloc de else dans le cas où la condition n'est pas vérifiée. Alors, donc ici, ce sont juste des propositions de scénario. Donc, on peut passer à autre chose. Donc, ça, c'est un exemple d'un programme Java. Alors, je vais vous demander de réaliser un programme en Java qui permet d'afficher le maximum de 3 entiers. Un programme en Java qui permet d'afficher le maximum de 3 entiers. Allez, un programme en Java qui permet d'afficher le maximum de 3 entiers. Alors, donc, on passe à la correction. Donc, on va commencer par le programme qui permet de demander à l'utilisateur d'introduire 3 nombres entiers et d'afficher leur maximum. Donc, voilà une proposition. Donc, d'abord, la déclaration de l'objet de type scanner. Donc, j'ai utilisé comme nom SSC comme identificateur. Et puis, int ABC, max, la création de l'objet de type scanner en utilisant l'opérateur new. System.out.print, entrer la valeur de A reçoit SSC.nextInt, et puis on demande la valeur de B, on fait la même chose, et aussi on demande la valeur de C, et puis C reçoit SSC.nextInt, et puis la comparaison, if A supérieur à B and A supérieur à C, max reçoit A, else if B supérieur à A and B supérieur à C, max reçoit B, else max reçoit C. Il y a aussi d'autres propositions. Vous pouvez, si vous voulez, supposer que le max est A, donc max reçoit A, et puis comparer max avec B, CB supérieur à max, donc max devient B, et puis on compare le résultat avec C.
on compare C avec max. Si C est supérieur à max, max devient C, sinon on garde l'ancienne valeur de max. C'est aussi une proposition. Il y a aussi d'autres propositions. Alors, un programme qui permet de saisir un nombre et d'afficher sa valeur absolue. Donc, pour la valeur absolue, c'est très, très simple. Et donc, la valeur absolue d'un nombre positif est positif et la valeur absolue d'un nombre négatif est positif. Et donc, comme proposition, et donc regardez la partie qui est standard. Donc, toujours ici, le nom de la classe. Et puis ici, la fonction main, la fonction principale. Alors, scanner SCC int A, SCC reçoit new scanner system.in, system.out.print entre une valeur, et puis A reçoit sc.nextInt pour la récupération de la valeur saisie au clavier et sa redirection vers l'emplacement qui porte le nom A, c'est le nom de la variable. Et puis, on vérifie si A est inférieur à 0, donc A reçoit A fois moins 1. Sinon, on va garder l'ancienne valeur de A, car A est positif, et la valeur absolue d'un nombre positif est positif. La valeur absolue d'un nombre négatif est positif. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons effectué cette multiplication. Et puis, l'affichage, la valeur absolue est plus A. Alors, un autre exercice. Donc, ici, un magasin de reprographie facture 0,5 dirham les 10 premières photocopies, 0,25 dirham les 20 suivantes, 0,1 dirham au-delà. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur le nombre de photocopies effectuées et qui affiche la facture correspondante. Donc, essayez de réaliser cet exercice chez vous à la maison. Donc, on va passer bien sûr à autre chose. Voilà, il y a aussi, bien sûr, ça c'est le corrigé. Et puis, il y a un autre exercice. Et puis, l'exercice 5, écrivez un programme qui calcule les solutions réelles d'une équation des secondes degrés, donc ax au carré plus bx plus c égale à 0, en discutant la formule b au carré moins 4ac, ça c'est delta. Et donc, utilisez une variable d'aide d pour la valeur du discriminant b au carré moins 4ac et décidez à l'aide de la valeur de d si l'équation a une, deux ou aucune solution réelle. Et bien sûr, là, on parle des solutions réelles, c'est-à-dire les solutions de l'équation dans R. Utilisez des variables du type entier pour A, B et C. Et donc, ce sont des consignes liées à la déclaration des variables. Donc, que ce soit le nom de chaque variable ou aussi le type de chaque variable. Donc, c'est déjà mentionné dans l'énoncé. Alors, bien sûr, vous aurez besoin de racines carrées, car après, si l'équation a deux solutions, donc vous allez utiliser racine carrée. Donc, racine carrée en Java, donc on utilise la fonction SQRT. SQRT qui est définie dans math, qui est définie dans la classe math. Donc, math.sqrt. SQRT. Et donc, réalisez aussi cet exercice chez vous à la maison. Alors, on va passer maintenant aux structures répétitives, donc les boucles. Et donc, on a déjà vu les boucles au langage de programmation PHP. Vous avez déjà vu les boucles au langage de programmation C et peut-être C++, peut-être aussi le langage de programmation Python. Et donc, la syntaxe des boucles en Java est identique à celle de C, de C++, de PHP et de C#. Donc, il y a une différence entre la syntaxe utilisée en Java et celle qui est utilisée en Python. Donc, avec le langage de programmation Python, les parenthèses de la structure conditionnelle de la boucle while, en Python, les parenthèses ne sont pas obligatoires. En Python, on utilise deux points, donc après l'expression conditionnelle. Alors, en langage de programmation Java, non. Et c'est le cas aussi des autres langages de programmation comme C++, C# et PHP.
Donc, on peut passer directement maintenant à un exemple et puis on va passer au tableau en Java. Alors, donc on cherche par exemple à réaliser un programme Java qui affiche le message bonjour 10 fois. Et donc, on aura besoin de la variable i, c'est le compteur, donc int i. On va initialiser i. On va initialiser i par exemple à 1. Et puis, on va utiliser la boucle while i inférieur ou égal par exemple à 10 pour afficher le message bonjour 10 fois. Et donc ici, system.out.println. Alors, ln, alors i, donc plus 2 points. Et donc ici, bonjour. Voilà. Donc, on va afficher le message bonjour 10 fois. Alors, comme ça, si on lance l'exécution, vous allez afficher le message bonjour un nombre infini de fois, car i va rester toujours inférieur ou égal à 10. Pour qu'on puisse afficher le message 10 fois, vous devez incrémenter la valeur du i. Donc, après chaque opération d'affichage, il faut incrémenter i, donc i plus plus. Alors, si on lance l'exécution comme ça, sans utiliser les accolades, il délimite le bloc d'instruction, car le bloc ici contient 2 instructions. Il va aussi nous afficher un nombre infini du message bonjour, car il va considérer que le bloc d'instruction contient une seule. Le bloc contient une seule instruction. Là, le bloc contient une seule instruction. C'est-à-dire c'est la seule instruction qui est concernée par cette boucle. Alors, on lance l'exécution et vous allez voir le résultat. Regardez. Même la valeur du i reste 1, 1, 1, 1. Il n'y a pas eu d'incrémentation. Regardez, donc je vais maintenant arrêter l'exécution. Donc là, il faut délimiter le bloc d'instruction par des accolades. Maintenant, la boucle concerne les 2 instructions. Un bloc qui contient 2 instructions. Et donc, on va afficher le message bonjour. Puis après, on va incrémenter i. Donc, comme ça, nous allons afficher un bonjour, 2 bonjours, 3 bonjours, 4 bonjours et ainsi de suite. Alors, on lance l'exécution. Voilà, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Voilà. Nous avons affiché le message bonjour 10 fois. Alors, ça, c'est le cas de while. Et donc, si vous voulez utiliser la boucle for, donc la syntaxe de for, on peut juste remplacer while par for et délimiter la condition par des points-virgules. Ça, c'est la condition de continuité de la boucle. Et donc, on va continuer à exécuter ce bloc d'instructions tant que cette condition est vérifiée. Et donc, je lance l'exécution. Voilà. Même résultat. Avec for. Il y a la possibilité d'utiliser la syntaxe simplifiée de for qui consiste à intégrer aussi l'initialisation ici, l'initialisation du compteur. Et donc, je vais éliminer le point-virgule. Alors, je lance l'exécution. Même résultat. Et vous pouvez aussi intégrer l'incrémentation ici. Et donc, c'est-à-dire l'initialisation de i se fait une fois pour toutes. Donc, comme si vous avez utilisé, comme si vous avez initialisé i à l'extérieur. Et puis, on va donc exécuter la condition. Donc, tant que i est inférieur ou égal à 10, on va afficher le message bonjour et puis on va incrémenter i. Et puis, on va revenir à la condition pour vérifier est-ce que i est inférieur ou égal à 10. Si oui, on affiche le message bonjour et on passe à l'incrémentation de i et on revient à la condition pour vérifier
si I est inférieur ou égal à 10. Si c'est le cas, on affiche le message bonjour et puis après, on passe à l'incrémentation et ainsi de suite. Voilà la boucle. Ça, c'est le sens de la boucle. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 10? Si oui, on affiche le message bonjour, on passe à l'incrémentation, puis à la condition, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est le cas de for. On fait un test. Voilà. Alors, ici, il y a combien d'instructions? Il n'y a qu'une seule dans le bloc de for. Et donc, vous êtes libre d'utiliser les accolades ou bien de ne pas les utiliser. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez les effacer si vous voulez. Alors, je vais les effacer car il n'y a qu'une seule instruction qui forme le bloc de for. Et donc, je lance l'exécution. On a eu le même résultat. Et voilà. Et donc, ça, c'est la syntaxe de for. Alors, il y a aussi la boucle de while. Donc, on va après voir sa syntaxe à travers une situation de réalisation d'un programme qui nous impose l'utilisation de la structure conditionnelle de while. Bien sûr, rien n'est imposé. Donc, tout ce qui est réalisé à l'aide de while, on peut le réaliser aussi à l'aide de while. Alors, maintenant, je vais passer au tableau. Alors, le tableau de langage de programmation Java. Donc, je vais lancer un fichier Word pour vous expliquer. Et je peux utiliser le fichier Excel qui est déjà lancé. Alors, le fichier Excel. Voilà. Donc, on va voir la différence entre la déclaration d'une variable simple et la déclaration d'un tableau. Donc, quand on parle d'un tableau, donc qu'est-ce qu'un tableau en langage de programmation? Java, C, C++, C Sharp. Alors, un tableau est un ensemble, ou bien donc est un ensemble de variables simples, ou bien est une structure composée de plusieurs variables, simples ayant un même type. Donc, il est composé de plusieurs variables simples, dont chacune, c'est-à-dire chaque variable simple, dont la valeur de chacune, par exemple, donc dont la valeur de chacune est accessible via un indice, est accessible donc en utilisant un indice. Alors, je déclare une variable simple ici, donc déclaration d'une variable simple. Variable simple. Donc, voilà comment on déclare une variable simple. Donc, je vais vous donner directement un exemple. Alors, ou bien si vous voulez, donc je vous rappelle, je vous donne d'abord la syntaxe et donc type suivi par le nom de la variable simple et point virgule. Alors, déclaration d'un tableau. Déclaration d'un tableau. Alors, pour la déclaration d'un tableau, le type
non variable de crochet. Ou bien, ou type non variable. Ou type non variable, comme ça. Donc, type décroché non variable. Donc, vous avez le choix entre type non variable de crochet ou bien type de crochet non variable. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que euh, nous allons déclarer une variable de type tableau. Donc, une variable tableau, c'est-à-dire une variable qui sera présentée sous forme d'une structure composée de plusieurs variables simples ayant un même type. Et donc, c'est-à-dire l'accès à la valeur de chaque variable simple sera via un indice. Alors, pour avoir un exemple. Alors, un exemple. Donc, par exemple, int, la variable a. Ça, c'est un exemple. Alors ici, le cas d'un tableau, int a. Int a. Alors, ici, a, tu voulais affecter une valeur à la variable a. Donc, a reçoit 12. C'est une affectation. Alors, ici, je ne peux pas, bien sûr, affecter une valeur directement à l'élément, à n'importe quel élément du tableau. Donc, ici, un tableau. Le tableau A, il est déclaré, mais il n'y a pas d'emplacement pour ces éléments. Et je n'ai pas encore précisé le nombre d'éléments du tableau. Donc, il faut créer après le tableau juste après sa déclaration. Donc, il est déclaré, mais aucune réservation n'a été faite. Donc, il faut réserver des emplacements pour l'ensemble des éléments de notre tableau. Et la réservation des emplacements se fait en fonction du type du tableau, des éléments du tableau, et aussi en fonction du nombre d'éléments du tableau. Et c'est la raison pour laquelle vous devez créer le tableau en utilisant l'opérateur new. Et new, ça nous rappelle la création des objets. Et donc là, on peut dire qu'un tableau est un objet. Donc un tableau est un objet, car il est créé en utilisant, il est créé en utilisant l'opérateur new. Alors A reçoit new int, et je précise la dimension du tableau. Par exemple, un tableau de 10 éléments ou un tableau de 5 éléments. C'est-à-dire ce tableau va contenir 5 variables simples. Alors, je vais créer mon tableau. Un tableau de 5 variables, de 5 variables simples. Et donc, mon tableau porte le nom A, c'est-à-dire on va avoir combien d'emplacements au niveau de la mémoire? 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est grâce à l'instruction A reçoit new int de 5. Donc, j'ai réservé 5 emplacements pour 5 variables simples de type entier. Et donc, la première variable simple sera accessible via l'indice 0. Et donc, ça, c'est A de 0. Et ça, c'est A de 1. Ça, c'est A de 2. Et ça, c'est A de 3. Et ça, c'est A de 4. A de 4. C'est-à-dire le dernier élément d'un tableau de 5 éléments est accessible via l'indice 4. Le premier élément de tous les tableaux, en Java, en C, en C#, en C++, est accessible via l'indice 0. Et donc, A de 0 pour accéder au premier élément, A de n-1 pour accéder au dernier élément d'un tableau qui contient n éléments. Et donc, maintenant, j'ai le droit de faire des affectations. Et donc, pour affecter une valeur au premier élément du tableau. Donc, le premier élément du tableau est accessible via l'indice 0. Et donc, A de 0 reçoit, par exemple, 10. Pour affecter une valeur
au dernier élément du tableau, donc A de 4, reçoit par exemple le 25. Et donc, c'est-à-dire, avec A de 0 reçoit 10, on va avoir la valeur 10 dans la mémoire, pour l'emplacement réservé pour le premier élément du tableau, ici 25. Voilà. Et donc, je peux affecter aussi une valeur au deuxième élément du tableau, qui est l'indice 1. Et donc, ici, par exemple, 14. Une valeur pour le troisième élément et aussi pour le quatrième élément. Et donc, reçoit, par exemple, le 26. Et donc, ici, donc A de 1, 14. A de 2, 26. Et puis A de 3, normalement, on va commencer par A de 3. Donc d'abord, A de 3 reçoit 26, puis après A de 2 reçoit A de 3. Et donc A de 3 reçoit 26. Et puis A de 2 reçoit A de 3. Et donc A de 3 contient la valeur 26. Et donc ici, 26. Et donc notre tableau maintenant est créé et il contient, et chaque élément est initialisé. Et donc nous avons effectué une initialisation directe des éléments. On n'a pas utilisé un périphérique de sorte d'entrée pour remplir donc les emplacements réservés pour les éléments du tableau. Alors, donc ça c'est le cas, regardez, ça c'est le cas d'une variable simple, ça c'est le cas d'une variable structurée, c'est-à-dire le cas d'un tableau. Et donc un tableau est une variable structurée composée de plusieurs variables simples. Et donc, ces variables ont un même type qui est int. Alors, chaque variable, ou bien chaque élément, si vous voulez afficher sa valeur, vous devez utiliser un indice. Et donc, le nom du tableau A suivi par l'indice entre crochets. Le premier élément est accessible via l'indice 0, le dernier élément est accessible via l'indice 4. Alors maintenant, si vous voulez, par exemple, afficher tous les éléments du tableau. L'affichage de tous les éléments du tableau nécessite l'utilisation d'une boucle. Par exemple, la boucle for. Donc, on aura besoin d'un indice. Donc, on peut déclarer l'indice directement ici et l'initialiser. For int i reçoit 0, point virgule, i inférieur strictement à 5, point virgule, et plus plus. Et puis, système, point out, point println, point println. Alors, on peut afficher directement, donc A de i. A de i, on peut afficher la valeur directement, comme on peut afficher d'abord un message et puis l'affichage de la valeur de l'élément A de i. Vous pouvez utiliser aussi à la place de la boucle for la boucle while si vous voulez. Alors maintenant, on va passer à l'environnement pour réaliser un programme qui permet de créer un tableau de n éléments. Un programme qui permet de créer un tableau de n éléments de type entier et d'afficher ces éléments. Alors, on aura besoin d'un tableau de combien d'éléments? De n éléments. Et donc, il faut déclarer n. N représente le nombre d'éléments du tableau. On aura besoin d'un tableau, donc il faut le déclarer. Donc, int, par exemple, le tableau t. Et donc, si on déclare t comme ça signifie que t est une variable simple. Pour déclarer une variable tableau, donc il faut décrocher. Maintenant, je ne peux pas faire t reçoit new int n, car n n'est pas encore initialisé. Donc, il faut une valeur pour la variable n. Donc, soit on initialise n directement, soit on demande à l'utilisateur d'introduire la valeur de n. Et donc, on va laisser cette instruction pour après. On demande d'abord à l'utilisateur d'introduire le nombre d'éléments du tableau. Donc, système.out.print
entrer le nombre d'éléments de votre tableau, par exemple. On aura besoin d'un objet du type scanner, et donc je le déclare, scanner. Par exemple, le clavier ou SSC ou n'importe quel nom, ou bien C, donc scanner S, par exemple. S reçoit new scanner, entre parenthèses système.in, puisqu'on va utiliser le flux d'entrée. Et puis ici, donc, N reçoit S.next int, car N est déclaré de type int. Voilà, N est déclaré de type int, et donc next int. Et donc maintenant, on connaît la valeur de N, et donc on a le droit de faire T reçoit new int de N. Donc maintenant, le tableau est créé. C'est-à-dire, il y a un emplacement qui est réservé pour chaque élément de notre tableau. Donc, le premier élément sera accessible via l'indice 0. Le dernier élément sera accessible via l'indice n-1. Maintenant, on va remplir le tableau. Et donc, pour remplir le tableau, il faut utiliser une boucle. Il faut parcourir tous les éléments du tableau. Et donc, pour parcourir tous les éléments du tableau, il faut utiliser une boucle. Donc, je peux utiliser la boucle while ou la boucle for. Donc, si vous voulez utiliser la boucle while, on aura besoin d'un indice. Donc, il faut le déclarer. Donc, je peux déclarer l'indice i. Donc, int i. Je vais initialiser i à 0, car l'indice du premier élément de notre tableau est 0. Et donc, i reçoit 0. Et la condition de la boucle while, c'est la condition de continuité de cette boucle, tant que i est inférieur strictement ou bien inférieur ou égal. Donc, inférieur strictement à n pour atteindre n-1, ou bien while i inférieur ou égal à n-1. Inférieur strictement à n ou inférieur ou égal à n-1. Donc, ou while i inférieur ou égal à n-1. Vous avez le choix entre les deux conditions. Alors, système.out.println, entrée, donc c'est un message qui sera adressé aux utilisateurs. Donc, entrée la valeur, quelle valeur? Donc, la première valeur, la valeur 1. Et puis, la prochaine fois, la valeur 2, la valeur 3, et ainsi de suite. Donc, on ne va pas afficher entre la valeur plus i, parce que i, au départ, il va afficher la valeur 0. Et donc, pour l'utilisateur, 0 n'a pas de sens. Donc, pour lui, le premier élément, c'est l'élément 1 et pas l'élément 0. Et donc, nous, on va utiliser l'indice 0, donc la valeur de i qui est initialisée à 0, pour affecter la valeur à l'élément T0, T de 0, c'est le premier élément du tableau. Et puis, on va l'incrémenter pour affecter la deuxième valeur à T de 1, puis la troisième valeur à T de 2, et ainsi de suite. Mais à l'écran, on va lui afficher 1 au lieu de 0. Et donc là, il faut et plus 1. Plus, ça c'est juste question de mise en forme. Et donc, suivi par T de I reçoit S, c'est l'objet de type scanner, point next, c'est un tableau des entiers, donc next int. Et voilà. Ça, c'est le code qui permet de remplir un tableau. Mais ce qui manque ici, c'est l'incrémentation de I. Sinon, on va entrer dans une boucle infinie, car I va rester toujours inférieur strictement à N. Et donc, pour atteindre N-1, vous devez incrémenter I. Après l'exécution du bloc, on incrémente le I. Alors ça, c'est le code qui permet de remplir un tableau. Donc ici, remplissage du tableau.
Donc ça, c'est la création. Création d'un tableau de n éléments. Création d'un tableau de n éléments. I est un indice. Indice. Alors maintenant, pour l'affichage. Afficher les éléments du tableau. Donc, affichage des éléments du tableau. On aura besoin aussi d'une boucle, donc on peut utiliser la boucle while ou la boucle for. Donc, si vous voulez utiliser la boucle for, ici, on va utiliser l'indice i. Donc, i reçoit 0, point virgule i inférieur strictement à n, ou bien inférieur ou égal à n moins 1, point virgule et plus plus. Et puis pour l'affichage, système.out.println. Donc, par exemple, le T2, donc plus I, plus égal, donc plus T2I. Et on lance l'exécution. Alors, on lance l'exécution de notre programme. Alors, entrez le nombre d'éléments de votre tableau. Donc, un tableau de 5 éléments, par exemple. Entrez la valeur 1. Et donc, regardez, vous voyez le retour à la ligne, c'est à cause de print ln, car j'ai utilisé ln après print, chose qui nous a donné un retour à la ligne. Et donc, je vais enlever ln. Alors, on lance l'exécution. Entrez le nombre d'éléments de votre tableau, donc 5. Entrez la valeur 1, donc je tape 10. La valeur 2, je tape 20. La valeur 3, 30 par exemple. 40 et puis 50. Et voilà le résultat d'affichage. T2 reçoit 10, T2 reçoit 20, T2 reçoit 30, T2 reçoit 40, T2 reçoit 50. Donc moi j'ai choisi d'afficher aussi le texte T2 de 0, T2 T2 et ainsi de suite. Vous pouvez afficher les valeurs directement si vous voulez. Donc là, ça dépend de vous. Et donc si vous voulez faire l'affichage comme ça, voilà, donc, enlever le texte et donc T2I et la séparation par exemple par un espace, enlever ln, on lance l'exécution, les éléments seront séparés par juste des espaces et pas des retours à la ligne. Donc ici le nombre d'éléments est 4. Donc par exemple 3, 6, 8 et puis 7, regardez le résultat d'affichage, donc 3, 6, 8, 7. Des valeurs séparées par l'espace, il n'y a pas un retour à la ligne, c'est la raison pour laquelle le texte qui indique que l'exécution est passée avec réussite est affiché juste après les valeurs, juste après le résultat d'affichage. Et voilà, donc je pense que cette partie est très très claire. Donc, je vous ai déjà donné les étapes à suivre pour utiliser les tableaux. Donc, d'abord, il faut commencer par la déclaration. Ça, c'est obligatoire. Déclaration d'un tableau. Et puis, la création du tableau, qui est aussi obligatoire. Il faut spécifier, indiquer le nombre d'éléments du tableau, entre crochets. Et puis, par la suite, vous êtes appelé à le remplir et puis à afficher ces éléments. Et donc, je vais vous chercher donc un exercice. Alors, je vais chercher dans ma machine. Allez, donc, réaliser l'exercice 7, soit A, un tableau de n nombres entiers, et soit E, un entier. Écrivez un programme qui calcule le nombre d'occurrences de E dans le tableau, c'est-à-dire E existe combien de fois dans le tableau. Écrivez un programme qui détermine la plus grande et la plus petite valeur dans un tableau d'entier B. Affichez par la suite la valeur et la position du maximum et du minimum.
Si le tableau contient plusieurs maximums au minimum, le programme retiendra la position du dernier maximum et celle du premier minimum rencontré. Et donc, je vais vous donner la possibilité de voir le code que j'ai déjà réalisé pour voir comment remplir un tableau. Alors, je vais essayer de le mettre ici. Donc, ça signifie création du tableau. Alors, puis on passe au remplissage du tableau. While, je vais mettre la collade ici pour minimiser le nombre de lignes. Voilà. Et puis ça, c'est l'affichage. Et donc, je vais capturer l'écran. Et donc, ça, c'est la déclaration. Voilà, je vais capturer l'écran. Allez, donc réalisez maintenant l'exercice. Donc, vous allez trouver donc l'exemple que nous avons déjà réalisé ensemble. Donc, répondez à la première question, puis après à la deuxième question. Donc, je vous donne donc 10 minutes pour la réalisation. Allez, donc on corrige la première question. Soit A, un tableau de n nombres entiers, et soit E, un nombre entier. Écrivez un programme qui calcule le nombre d'occurrences de E dans le tableau. Et donc là, vous êtes appelé à déclarer un tableau A, la variable n, qui représente le nombre de ces éléments, et aussi la variable E. Ce sont des variables de type entier. Et donc, on va passer à l'environnement de développement. Donc là, je vous propose d'effectuer juste des modifications au niveau de ce programme. Donc, on ne va pas bien sûr tout refaire. On va garder la déclaration de n, on aura besoin. Ici, on va remplacer T par, je pense, A. Voilà, c'est le tableau A. Donc, je remplace T par A. On aura besoin de l'indice. On va garder l'objet S de type scanner. Ici, on remplace T par A. Et donc, ici, la création du tableau, puis le remplissage. Au lieu de T, A. Pour l'affichage des éléments du tableau, A au lieu de T. Il manque la déclaration de la variable E. Donc, int E. Alors, et donc après le remplissage du tableau, nous allons calculer le nombre d'occurrences de E dans le tableau. Le nombre d'occurrences de E dans le tableau. Et donc là, on aura besoin d'une variable NBR. Donc, NBR pour compter le nombre d'occurrences de E. C'est-à-dire E se répète ou bien existe combien de fois dans le tableau. Et donc, on doit ajouter une variable NBR E, c'est-à-dire le nombre d'occurrences de E. Et donc ici, d'après l'énoncé, il y a juste question de remplissage du tableau et l'affichage du nombre d'occurrences de E.
l'affichage n'est pas obligatoire, donc il n'est pas demandé. Et donc là, je peux mettre en commentaire les instructions qui permettent l'affichage des éléments du tableau A. Je vais initialiser le nombre d'occurrences à 0. Je vais demander à l'utilisateur d'introduire la valeur de la variable E. Donc, system.out.println, entrer une valeur. Entrer une valeur. Et la valeur saisie sera redirigée vers la variable qui porte le nom E. Et donc, E reçoit s.nextInt. Et puis, nous allons, donc ça, NBR reçoit 0, c'est une hypothèse, c'est-à-dire on suppose que le nombre d'occurrences de E égale à 0. Et puis, nous allons utiliser une boucle pour parcourir l'ensemble des valeurs de notre tableau et vérifier si la valeur de la variable E existe dans le tableau. Alors, si la valeur existe, on va incrémenter le compteur NBRE. On va incrémenter NBRE. Alors, l'utilisation de la boucle for. For i reçoit 0. Donc, on va commencer à partir de la position 0, car l'indice du premier élément du tableau est 0. Point virgule i inférieur strictement à n ou inférieur ou égal à n moins 1. Point virgule i plus plus. Alors, la condition if a de i égale, ça c'est l'opérateur d'égalité, double égal à E. On incrémente E, NBRE. On incrémente NBRE. Et voilà. Et finalement, nous allons afficher system.out.println le nombre d'occurrences de E et plus NBR E. Alors, on lance l'exécution. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je pense que le programme est déjà en cours d'exécution, donc je vais arrêter d'abord l'exécution du programme. Il y a aussi une erreur quelque part, ça existe où cette erreur? Il existe. Peut-être lié à l'utilisation d'une variable n'est pas déclarée. Voilà, il manque ici un accolade. Voilà. Maintenant, on lance l'exécution. Alors, entrez le nombre d'éléments de votre tableau. Donc, je tape 5 par exemple. Entrez la valeur 1, donc, par exemple 4, 2, 5, 4, 6. Entrez une valeur. Donc, je vais choisir 4. Et donc, il doit nous afficher le nombre d'occurrences de 4 et 2. Car il y a 2 4 dans le tableau. 4, 4. Voilà, le nombre d'occurrences de 4 et 2. 1, 2. Alors, on relance l'exécution une autre fois. Le nombre d'éléments du tableau, par exemple, 6. Et donc, 1, 5, 2, 3, 7 et 9. Voilà, je vais saisir la valeur 4 et 4 n'existe pas. Voilà. Le nombre d'occurrences de 4 est 0. Et voilà, donc maintenant, on va passer à la question suivante. Et donc, pour la question suivante, un programme qui détermine la plus grande valeur et la plus petite valeur dans un tableau d'entier B. On doit afficher ensuite la valeur et la position du maximum et du minimum. Si le tableau contient plusieurs maximums ou minimums, le programme retiendra
la position du dernier maximum et celle du premier minimum. Alors, le programme retiendra la position du dernier maximum et celle du premier minimum. Alors, donc ça, c'est un tableau. Alors ici, quelle est la valeur minimale? La valeur minimale est 10. Donc ça, c'est la valeur minimale. Quelle est la valeur maximale? La valeur maximale est 26. D'après l'énoncé, le programme doit retenir la position du dernier maximum, c'est-à-dire la position 3. Ça, c'est la position du dernier maximum, car il y a deux maximums, deux max, 26, 26. Et donc, il doit retenir la position du dernier maximum. Donc, la position du dernier maximum est 3. Et celle du premier minimum, donc il n'y a qu'un seul minimum, sa position est 10. Donc, s'il y a plusieurs minimums ou deux valeurs minimales, par exemple ici 10, il doit retenir l'indice du premier minimum rencontré, qui est 0. Voilà. Donc, ça, c'est le principe. Et donc, si vous voulez maintenant réaliser le code qui permet de récupérer le maximum ainsi que sa position, le minimum ainsi que sa position, en retenant bien sûr la position du dernier maximum et celle du premier minimum. Donc, il faut déclarer deux variables, max, min, et deux variables pose min et pose max. Donc, int min, virgule, max, position min, virgule, position max. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, donc supposer que le premier élément du tableau est à la fois le min et le max. C'est une hypothèse. Donc, on suppose que min reçoit max, reçoit A de 0. Et donc, puisque nous avons supposé que A de 0 est à la fois le min et le max, et donc là, on peut dire que la position du min égale à la position de max égale à 0. Et puis après, on va passer à la vérification. Et donc, en ce qui concerne la boucle, nous allons commencer à partir de la position 1, à partir de l'indice numéro 1. Car A de 0 est déjà supposé qu'il est à la fois min et max. Et pour la position du min et de max, c'est l'indice, ça correspond à l'indice 0, d'après l'hypothèse. Et donc maintenant, for i reçoit 1. On va commencer à partir de 1. Point virgule. I inférieur strictement à n, point virgule et plus plus. Alors, if, si A de i, si A de i est supérieur à max, là, il faut remplacer max par A de i. Il faut remplacer max par A de i. Si A de i est supérieur à max, et max, normalement, est initialisé à A de 0. Et nous sommes en train d'effectuer la recherche à partir de l'indice 1. Et donc, for i reçoit 1 est inférieur à n et plus. Si A de i, donc d'abord A de 1, est-ce qu'il est supérieur à max, c'est-à-dire à A de 0? Oui. Et donc, max va devenir A de 1, c'est-à-dire 14. Et puis, on va incrémenter le i. Et donc, i va devenir 2. Est-ce que 2 est inférieur à n? Oui. Est-ce que A de 2 est supérieur à max? Oui. A de 2 est supérieur à max. Donc, max devient A de 2. Et donc, puis après, on va incrémenter le i. Est-ce que i est inférieur à n? Oui. If A de 3 maintenant est supérieur à max. Non, le 3 n'est pas supérieur à max. C'est-à-dire on va garder max comme max 26. Alors ici, regardez, le programme doit retenir aussi la position du dernier maximum. Donc la position du dernier maximum. Et donc il faut aussi, si la condition est bien vérifiée, donc if A de i supérieur à max, max reçoit A de i et pose max
reçoit I. Pose max reçoit I. Mais avec A de I supérieur à max, on va retenir seulement la position du premier maximum. Car lors de la comparaison de A de 3 avec max qui est 26, on ne va pas trouver que A de 3 est supérieur strictement. Il est supérieur ou égal. Et donc, si vous voulez retenir la position du dernier maximum, qui est 3, vous devez remplacer supérieur par supérieur ou égal. Supérieur par supérieur ou égal, au lieu de supérieur strictement. Et donc, if A de I est supérieur ou égal à max, max reçoit A de I, et puis P max reçoit I. En ce qui concerne le minimum, on va procéder de la même façon. On compare A de I avec min. Et min, sa valeur initiale est A de 0. C'est-à-dire A de 0 est considéré comme étant à la fois le min et le max. Et puis, on va le comparer avec les autres éléments du tableau grâce à l'utilisation de la boucle for qui commence à partir de la position 1. Et donc, if A de I est inférieur strictement à min, min va devenir A de I. Min va devenir A de I. Et puis, il faut aussi retenir la position de min. Donc, position min reçoit I. Et d'après l'énoncé, il faut récupérer la position du premier minimum rencontré. La position du premier minimum rencontré. Donc, avec A de I inférieur strictement, nous allons récupérer la position du premier minimum rencontré. Et pas celle du dernier minimum rencontré, qui est le cas, bien sûr, de max. Donc, le cas de max, l'énoncé nous a demandé de récupérer la position du dernier maximum et pas celle du premier maximum rencontré. Pour le min, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut récupérer la position du premier minimum rencontré. Donc là, il faut utiliser l'opérateur inférieur strictement. Et voilà. Et donc, ça, c'est l'algorithme que nous devons utiliser pour répondre à cette question. Alors, je prends le code. Je vais l'utiliser dans l'environnement. Donc là, d'après l'énoncé, on doit utiliser le tableau B et pas le tableau A. Donc, je vais remplacer B par A par B. Voilà, la même chose ici pour le remplissage. Et aussi, là, je vais supprimer la partie qui concerne la recherche du nombre d'occurrences de E. On n'aura pas besoin de ce message aussi. Voilà, la même chose. Donc, supprimer les deux variables E et NBR de E. Donc, après le remplissage du tableau, nous allons chercher min et max. Il y a des erreurs ici liées à l'utilisation de la variable A. Donc, on va remplacer A par B. Donc, Java nous donne la liberté du choix de l'emplacement de déclaration des variables. Donc, je peux déclarer mes variables ici. Mais pour la raison de l'organisation du code, pour avoir un code bien organisé, donc je vais lister, on vient déclarer mes variables ici. Et donc, int min max, position min, position max. Et voilà, donc ici, voilà. Alors, min reçoit max reçoit B de 0, P min reçoit P max. La boucle, la deuxième sélection conditionnelle. Et puis, nous allons afficher juste après la boucle le min et sa position, le max et sa position. Donc, système.out.println
le minimum est plus min plus sa position est plus min. On va faire la même chose avec donc le max, donc le maximum. Et donc ici, sa position est Pmax. Et on lance l'exécution. Alors, entrer le nombre d'éléments du tableau. Donc, voilà, ça c'est Pmax. Voilà, ça c'est maximum. Je dois relancer l'exécution. Voilà. Yes. Donc, ça c'est max. Alors, on lance l'exécution maintenant. On va entrer le nombre d'éléments, par exemple 5. Et donc 12, 18, 5, par exemple 18, et puis 5. Alors, le maximum est 18. La position du dernier maximum est 4, non est 3, parce que les indices commencent à partir de 0 et 3. Et la position du premier minimum, ici, est 2. Donc, l'indice 0, 1, 2. Et donc, le minimum est 5 et sa position est 2. Voilà, donc le minimum est 5, sa position est 2. Le maximum est 18, sa position est 3, parce qu'on cherche à afficher la position du dernier maximum. Et voilà. Et donc, ça, c'est en bref un résumé sur les tableaux, sur la manipulation des tableaux. Et donc, vous êtes appelé à réaliser un certain nombre d'exercices chez vous à la maison. Après, je vais vous envoyer donc, une série de TP qui intègrent donc l'ensemble des connaissances acquises, tous les éléments qui concernent les structures conditionnelles, les boucles, les tableaux. Et la séance prochaine, on va corriger quelques exercices et puis après, on va voir une autre partie, la partie suivante du cours de Java. Et donc, je vous donne rendez-vous la séance prochaine